Bonjour, mon nom est Guyane Proux et je suis physiothérapeute du programme de réadaptation cardiaque. Merci de nous joindre aujourd'hui pour cette première session de la série éducative pour la réadaptation cardiaque. Au cours des 8 prochaines semaines, vous allez vous réunir en groupe pour explorer divers sujets reliés à un mode de vie favorisant la santé du cœur. Ces sessions contiennent beaucoup d'informations, mais aussi la chance d'apprendre les uns des autres. Dans la session d'aujourd'hui, je vais présenter de l'information pour commencer un programme d'exercice. Comme ceci est votre première session, je vous invite à lire cet avis. Lorsque vous serez en session de groupe, je vous rappelle de garder la confidentialité et seulement vous identifier par votre premier nom. Il est important de noter que l'information présentée lors de cette séance ne se substitue pas pour avis médicaux professionnels et ne vise pas à les remplacer. Je vais commencer par expliquer la différence entre l'activité physique et l'exercice, puis présenter les divers types d'exercices. Ensuite, je vais parler de l'importance de l'échauffement et de la période de récupération. Le reste de la session sera dédié à la revue des méthodes pour déterminer que l'entraînement s'effectue à la bonne intensité. Toute l'information présentée aujourd'hui peut être trouvée dans votre guide de l'activité physique. La personne qui a effectué votre évaluation initiale pour le programme a probablement partagé le lien pour trouver ce guide sur le site web de l'Institut de cardiologie. Au cas où vous n'êtes pas certain comment le trouver, je vais vous le montrer. Donc, si vous allez sur le site de l'Institut de cardiologie, c'est ottawaheart.ca. Et si vous voulez l'avoir en français, c'est le bouton ici en haut à droite. Ensuite, patients et visiteurs, outils et ressources. Le troisième du bas, c'est guide de réadaptation cardiaque. Le premier livre, c'est l'activité physique. Ensuite, vous avez celui pour l'alimentation, la gestion du stress et d'autres. Donc, vous devez peser sur le bouton télécharger. Et pour celui-ci, vous devez le faire à nouveau. Et voilà, vous avez le guide et on vous recommande de le sauvegarder sur votre ordinateur pour le trouver plus facilement. Ensuite, vous pouvez utiliser le bouton ici à droite pour aller d'une page à l'autre ou simplement aller ici d'une page à l'autre. Je vais premièrement définir certains termes clés concernant l'activité, la vie active et l'exercice. L'activité physique et l'exercice sont des termes qui sont souvent utilisés de façon interchangeablement, mais pour nous, c'est un peu différent. Donc, l'activité physique comprend toutes les activités qui font travailler les muscles et qui contribuent à brûler davantage de calories que le repos, que de rester assis. Par contre, l'exercice, ce sont des activités planifiées, structurées et répétitives qui visent à améliorer ou à maintenir les éléments essentiels d'une bonne forme physique. Choisir d'avoir une vie active correspond à faire des choix de bouger davantage d'une journée à l'autre et je vais vous donner des exemples plus tard pour ceci. Les composantes de la forme physique sont l'endurance cardiovasculaire, la flexibilité, la force et l'endurance musculaire, ainsi que l'équilibre. L'endurance cardiovasculaire se travaille surtout avec l'exercice aérobique, la flexibilité avec des étirements, la force et l'endurance musculaire avec des exercices de résistance et l'équilibre aussi peut être travaillé avec des exercices spécifiques pour ceci. L'exercice aérobique, les étirements et l'entraînement musculaire et les exercices d'équilibre sont tous importants. Cependant, pour aider la santé du cœur, nous recommandons de mettre l'emphase sur l'exercice aérobique en premier. Avant de quitter cette diapo, je veux souligner certains bénéfices de l'exercice, car pensez à ceux-ci, ainsi qu'à vos raisons personnelles pour faire de l'exercice, aide avec la motivation à long terme. L'exercice contribue à gérer plusieurs facteurs de risque pour les maladies du cœur, telles que diminuer la tension artérielle, la glycémie, qui est le sucre dans votre sang, ainsi qu'améliorer le cholestérol. Par contre, comme vous voyez sur la diapo, l'exercice a beaucoup d'autres bénéfices aussi, tels que
vous aider à vous sentir mieux physiquement et mentalement, avoir plus d'énergie pour vos activités préférées, accomplir vos tâches quotidiennes de façon plus facile, diminuer le stress et l'anxiété, aider avec le sommeil, ainsi qu'aider avec la confiance. Les activités aérobiques font travailler le cœur, les poumons et les muscles pour améliorer leur fonction. Pour être considérée aérobique, une activité doit augmenter la fréquence cardiaque pour au moins 10 minutes. Ceci requiert des activités qui utilisent les grandes masses musculaires ainsi que d'être continues. La marche peut être aérobique, ça dépend comment on le fait. Pour une intensité modérée, il faut une allure plus vive que le pas de balade et que vous pouvez le garder pour au moins 10 minutes. Ce qui ne serait pas aussi aérobique serait faire les épiceries ou prendre les escaliers. Quand on fait les épiceries, on le fait peut-être assez longtemps, mais habituellement, c'est arrêt-départ lorsqu'on regarde surtout les étiquettes et donc ça ne fait pas monter la fréquence cardiaque. Faire les escaliers à travers la journée est une bonne idée, en autant que vous le tolérez, que ça ne donne pas d'angine ou des gros problèmes avec vos articulations. Par contre, la majorité d'entre nous n'avons pas la tolérance pour faire 10 minutes d'escalier sans arrêter. Donc, on ne recommande pas habituellement ceci comme forme d'exercice. Mais par contre, vous pouvez le faire à travers la journée. À la page 16 de votre guide de l'activité, vous allez trouver la définition de l'exercice aérobique ainsi que les recommandations pour l'exercice utilisant l'acronyme FIT, qui veut dire fréquence, intensité, temps et type. Nous recommandons de faire de l'exercice aérobique pour 30 minutes par jour, 5 à 7 fois par semaine, pour un total de 200 minutes par semaine. Si vous commencez seulement, vous allez devoir viser beaucoup moins que ceci. Si vous avez un manque de temps ou d'endurance ou des problèmes avec les muscles ou les articulations, vous pouvez accumuler le 30 minutes en session de 10 minutes ou plus. Le plus important, c'est de trouver un niveau d'exercice que vous êtes capable de faire régulièrement. Vous pouvez ensuite augmenter la durée et en dernier l'intensité. Si l'exercice est nouveau pour vous, nous vous recommandons de regarder la section sur la planification de l'activité physique à partir de la page 18 de votre guide de l'activité physique. Tel que déjà mentionné, la marche est un très bon choix d'exercice. Pas d'équipement ou d'habileté spéciale nécessaire et le risque de blessure est faible. D'autres formes d'exercice aérobique incluent l'utilisation d'équipements cardio, tels qu'un tapis roulant ou une bicyclette stationnaire, des vidéos d'exercice cardio, le vélo à l'extérieur, la danse, la nage, le patin, le ski de fond, pour en nommer que quelques-uns. En ce qui concerne l'intensité, la majorité des participants devraient viser une intensité modérée où vous faites un certain effort, mais vous pouvez encore maintenir une conversation. Si vous voulez faire de l'exercice à une plus haute intensité, parlez à la personne responsable de votre programme. Votre séance d'exercice devrait comprendre une période d'échauffement, des exercices d'aérobie et une période de récupération. Une période d'échauffement comprend des exercices légers, idéalement simplement une version plus allégée des exercices prévus. Donc, si vous allez pour une marche, commencez par marcher plus lentement et la même chose si vous nagez, vous pouvez commencer à nager plus lentement. Si vous voulez, vous pouvez certainement faire de petits exercices assis et debout qui travaillent juste le mouvement, donc rouler les épaules, lever le bras quand vous êtes assis, étendre le genou, lever les genoux comme si vous marchiez en place. Mais encore une fois, vous pouvez simplement faire une version plus légère de votre exercice cardio. Si vous êtes prédisposé à avoir de l'angine, de la douleur à la poitrine, pendant que vous faites de l'exercice, c'est encore plus important de faire un échauffement un peu plus long. Et c'est quoi les bénéfices de faire une période d'échauffement? Bien simplement, ça augmente la fréquence cardiaque graduellement au niveau que vous allez soutenir. Donc, ça prépare le cœur et les muscles à fournir l'effort et ça l'aide à prévenir des symptômes lorsque vous faites de l'exercice. Donc, certainement l'angine, aussi les arythmies, les battements irréguliers.
et c'est certain que ça contribue à prévenir les blessures. Au niveau de la récupération, ça peut être, encore une fois, des exercices semblables à ce que vous avez utilisé pour la période d'échauffement, donc simplement diminuer l'intensité pour 5 à 10 minutes jusqu'à ce que vous avez retourné à une respiration normale. Et c'est aussi la période idéale pour faire quelques étirements parce qu'à ce moment-là, vos muscles sont échauffés et quand vous les avez fait travailler, c'est important de les étirer pour aider à diminuer les inconforts qui sont possibles après l'exercice. Donc, pourquoi encore les bénéfices d'une période de récupération? Mais encore une fois, c'est diminuer la fréquence cardiaque et la tension artérielle graduellement. Et ça l'aide aussi, tout comme l'échauffement, à prévenir des symptômes d'angine, d'arythmie et aussi des étourdissements, qui est souvent le symptôme le plus commun si on fait un effort important puis on arrête trop soudainement. Et encore, ça l'aide à prévenir les blessures. S'entraîner à la bonne intensité signifie s'entraîner à une intensité qui procure le maximum de bienfaits, mais tout en restant en sécurité. Tel que déjà mentionné, pour plusieurs participants, cela signifie s'entraîner à une intensité modérée. Il existe divers moyens pour déterminer l'intensité de votre effort. Ceux-ci incluent l'échelle de perception de l'effort que je vais vous présenter, le test de conversation et la prise du pouls. Une façon de surveiller l'intensité de votre exercice consiste à attribuer une valeur à l'intensité de l'effort que vous fournissez. À l'aide de l'EPE, l'échelle de perception d'effort, vous choisissez un chiffre qui représente le niveau d'effort et de fatigue ressenti pendant votre séance d'exercice. On vous recommande de ne pas tenir compte d'un seul aspect de votre exercice, donc pas simplement penser à votre respiration ou la douleur dans les jambes, mais votre effort et fatigue en général. Si vous regardez l'échelle, elle n'est pas comme toutes les autres, ça ne va pas de 0 à 10, ça commence à 6 et ça va jusqu'à 20. Donc 6, c'est aucun effort, c'est comme être assis dans une chaise. 20 est un effort maximal où est-ce que vous n'êtes presque pas capable de mettre un pied en avant de l'autre. Et c'est certain qu'on ne veut pas ces extrêmes. Avec cette échelle, pour un effort modéré, on vous recommande de viser les niveaux 12 à 15. Comme vous voyez, 12 n'a pas de description à côté, mais 11 léger serait essentiellement le pas de balade. Donc, on recherche un petit peu plus d'effort que ça, mais que ça ne soit pas trop difficile. Donc, vous cherchez encore quelque chose que vous pouvez soutenir au moins 10 minutes à la fois. Une note sur l'échelle de perception de l'effort, votre chiffre, votre perception peut varier d'une journée à l'autre. C'est certain qu'à la longue, si vous restez à la même intensité, on espère que ça devient de plus en plus facile. Par contre, si, par exemple, vous avez mal dormi la journée d'avant, mais c'est possible que qu'est-ce qui est habituellement simplement un 13, vous le sentez comme un 15 cette journée-là. Le test de la conversation ou le test de la parole est un moyen très simple d'évaluer l'intensité de votre effort. Si vous faites une activité d'intensité modérée, vous devriez pouvoir être capable de parler tout en respirant, mais c'est certain que ça va être un peu plus rapide et un peu plus profond que quand vous êtes au repos. Si vous arrivez à chanter, ça veut dire que ça va très bien pour vous et que vous êtes prêt à augmenter votre effort. Si par contre, vous n'êtes pas capable de parler, si vous prenez une respiration à chaque quelques syllabes, c'est le temps de ralentir. Prendre la fréquence cardiaque est une autre façon de juger l'intensité de votre effort si vous êtes capable de prendre votre pouls. Pour commencer, nous recommandons souvent 20 à 40 battements au-dessus du pouls au repos. Donc, si votre pouls au repos est 60, vous visez environ 80 à 100 avec votre exercice. Votre conseiller vous donnera peut-être une fréquence cardiaque cible plus précise pour vous aider à obtenir un niveau d'intensité optimal. Donc, si vous n'êtes pas certain, absolument demandez à votre conseiller. Donc, comment prendre votre pouls? Donc, la première chose, c'est certain qu'il faut pouvoir le sentir. Nous vous recommandons de prendre les doigts, 2 ou 3 doigts, pas le pouce, parce que le pouce peut vous amener à compter en double parce que l'artère est proche de la surface. Donc, il y a 2 endroits principaux pour prendre votre pouls. Un, c'est sur votre poignet
et l'autre, c'est au niveau du cou. On va commencer par le poignet parce que la majorité des gens le font sur le poignet. Je vais le montrer à la caméra, mais c'est certain qu'habituellement, vous allez mettre votre paume vers vous et vous pouvez soit mettre vos doigts autour ou simplement comme ceci. Mais là, je vais juste me tourner pour vous le montrer. Donc, pour trouver le pouls, ce n'est pas au centre, c'est vraiment sur le côté. Donc, ce qu'on recherche, c'est l'artère, pas la veine. Donc, ne regardez pas pour le bleu. L'artère, elle passe comme ceci. Donc, mettre 2 doigts ou 3 doigts. Et puis, ce que vous allez faire, c'est changer un petit peu la pression parce que vous devez pouvoir sentir votre pouls. Donc, vous sentez les boum, boum, boum sur vos doigts. Si vous mettez trop de pression, à ce moment-là, vous allez arrêter le flot suffisamment pour perdre le pouls. Et puis, si vous ne pesez pas assez fort, à ce moment-là, vous allez seulement sentir la peau. Donc, une fois que vous êtes capable de le sentir, là, il faut le compter. Au repos, vous pouvez compter vos battements pour 1 minute complète. Ça va être le plus précis. Par contre, pour faire le pouls à l'exercice, pour prendre le pouls à l'exercice, on recommande de le prendre seulement pour 10 secondes et multiplier par 6, parce que si vous le faites pendant 1 minute, le pouls a le temps de diminuer avant que vous allez finir votre compte. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même assez difficile à le prendre, donc on vous demande d'arrêter votre exercice. Pour certaines activités, ce ne serait pas sécuritaire d'essayer de le prendre de toute façon quand vous bougez. Et puis, ça peut vous faire manquer des battements. Donc, prenez votre pouls, commencez le premier battement, le comptez comme 0. Comptez ce que vous cherchez, ce que vous avez pendant 10 secondes. Donc, c'est certain qu'il faut avoir une montre ou une horloge ou un compteur pour vérifier, pour avoir 10 secondes. Une chose que je vous dis aussi, c'est faites attention parce que si on regarde une montre ou une horloge avec une aiguille qui tique, c'est possible que vous allez compter qu'est-ce que vous regardez et pas ce que vous sentez. Donc, faites attention avec ça. Dans votre livre de l'activité physique, vous avez la mathématique si vous voulez de l'aide pour la multiplication. Donc, comme je vous ai dit, vous visez 20 à 40 battements au-dessus du pouls au repos. Donc, ça veut dire que vous devez prendre votre pouls avant votre exercice, au moins de le faire avant l'échauffement. Vous voulez le prendre au moins une fois pendant votre effort, votre exercice aérobique, et le faire essentiellement avant votre refroidissement. Et vous pouvez le prendre une dernière fois à la fin du refroidissement de la période de récupération pour voir si vous êtes proche de ce que vous étiez avant de commencer. Juste une petite note, certains d'entre vous ont eu des pontages et puis s'ils ont pris l'artère de votre poignet, vous ne pourrez pas sentir votre pouls de ce côté-là. Donc, vous devez prendre l'autre poignet. De temps à autre, les gens sont capables à ce moment-là de le sentir sur l'autre côté, mais ce n'est pas fréquent. J'ai oublié de vous montrer celui sur le cou. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer sur le cou. C'est un plus gros vaisseau sanguin, donc des fois, les gens le sentent ici quand ils ne peuvent pas le sentir sur le poignet. Vous voulez faire juste un côté à la fois, pas les deux. Ça peut engendrer un réflexe. Donc, l'artère, elle est comme ceci, puis c'est très proche de où est-ce que vous avalez. Donc, c'est un peu plus haut que la moitié entre le menton et la poitrine. Et puis, il faut aussi être en avant du muscle qui va de l'avant de votre oreille à la poitrine. Donc, dans ce triangle-là, c'est là que vous voulez mettre vos doigts, puis vous mettez les doigts vers l'arrière et vers le milieu. Et encore une fois, sentez le nombre de battements. Donc, ça, c'est les deux endroits pour sentir votre pouls. Je veux souligner que de nombreux participants sont sur des médicaments qui visent à ralentir la fréquence cardiaque. Ce sont des bêta-bloquants et les plus communs sont le métropolol, le bisoprolol, l'athénolol ou le sotalol. Donc, si vous êtes sur un de ces médicaments-là, vous ne pouvez pas comparer votre pouls à ce qui est suggéré pour votre âge. Donc, il y a des formules que vous avez peut-être vues quand vous allez au gym ou qui sont aussi utilisées pour déterminer quelle devrait être la fréquence cardiaque cible pour l'exercice d'après votre âge. Pour des moniteurs de fréquence cardiaque,
que vous portez soit sur votre poignet ou des fois, c'est aussi attaché à votre équipement de cardio, donc à votre tapis roulant ou votre bicyclette stationnaire. Des fois, c'est mettre vos mains sur une partie qui peut sentir la fréquence cardiaque à travers votre main. Des fois, c'est quelque chose qu'on met sur le doigt. Ou des fois, c'est une bande que vous mettez autour de la poitrine. Donc, encore une fois, si vous prenez ces médicaments-là, vous pouvez utiliser votre équipement pour prendre votre pouls. Simplement savoir que quand ça vous dit si vous êtes dans votre zone aérobique ou non, ça ne sera pas nécessairement vrai. Au sujet des moniteurs de fréquence cardiaque, donc comme j'ai dit, il y en a qui peuvent être attachés à votre équipement cardio. Et puis, il y a maintenant plusieurs différents modèles. La majorité sont des montres qui sont jumelées avec un moniteur d'activité physique. Donc, ça vous donne vos pas pour la journée, la distance que vous parcourez, et puis ça vous donne votre fréquence cardiaque. Donc, c'est certainement une option si vous avez de la difficulté à prendre votre pouls ou simplement vous voulez pouvoir le prendre plus souvent, garder un œil dessus plus souvent. Donc, c'est ça. Il y a la possibilité, c'est d'avoir une montre qui fait la lecture à travers le poignet. Par contre, ceux qui sont les plus fiables sont ceux qui ont une bande autour de la poitrine et puis qui transmettent votre fréquence cardiaque soit à une montre ou à votre téléphone intelligent. Juste à noter que si vous avez des arythmies, des choses comme la fibrillation auriculaire, ces moniteurs-là, encore une fois, ont peut-être la difficulté à prendre la lecture. Donc, si jamais vous voyez des chiffres qui n'ont pas d'allure, parlez-en à votre conseiller, mais si vous vous sentez parfaitement normal, pensez que c'est peut-être une erreur de lecture. Comment savoir si vous vous entraînez trop fort? Donc, les signes d'effort excessif incluent l'incapacité de parler pendant que vous faites l'exercice, comme déjà mentionné, une fatigue prolongée de 30 à 60 minutes après l'exercice. Donc, c'est normal d'être un peu fatigué après l'exercice, surtout si vous êtes nouveau à faire de l'exercice. Par contre, on ne veut pas que vous soyez à terre le reste de la journée, pas capable de faire d'autres choses pendant votre journée ou même la journée ensuite. Donc, si c'est le cas, il va falloir ajuster votre volume d'exercice ou l'intensité de votre exercice. On pense à votre cœur en premier, mais on ne faut pas oublier les muscles et les articulations. Donc, si vous avez des douleurs importantes, ça, c'est encore une fois quelque chose à discuter avec votre conseiller s'il y a des ajustements qui doivent être faits. Mais parfois, c'est simplement que vous essayez d'en faire trop pour commencer, donc il faut ralentir un petit peu. Les prochains symptômes sont ceux qui nous soucient un peu plus. Si vous avez la tête légère ou des étourdissements avec votre exercice, encore une fois, à cause des médicaments que vous prenez, c'est quand même assez fréquent d'avoir des étourdissements lorsque vous changez de position. Par contre, si c'est à l'effort seulement, donc en faisant votre marche, votre bicyclette, c'est là que ça nous soucie un peu plus, que c'est peut-être que vous poussez un peu trop fort. Si vous avez des nausées qui se développent pendant l'exercice, martèlement ou maux de tête, si vous sentez une faiblesse, vous pensez que vous allez vous évanouir, que vous devenez incoordonné dans vos mouvements, ce sont tous des signes que vous avez poussé un peu trop fort. Et le dernier, c'est si, après une bonne période de récupération, votre fréquence cardiaque ne diminue pas. Donc, c'est certain qu'elle ne revient pas toujours exactement à ce que c'était au début, mais elle devrait au moins diminuer du maximum que vous avez atteint pendant votre exercice. Les autres réactions anormales sont si vous avez des inconforts qui peuvent être ce qu'on appelle de l'angine, qui est la douleur qu'on ressent par manque d'oxygène au cœur. Donc, ce qui est traditionnellement connu, c'est la douleur surtout du côté gauche de la poitrine, mais ça peut être aussi du côté droit. Ça peut être dans les épaules, les bras, le haut du dos, dans l'estomac, et puis ça peut aller de l'autre côté dans le cou, la gorge, la mâchoire, les dents. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que quelqu'un a un inconfort comme ça, que c'est nécessairement votre cœur. Si ça se produit à l'effort, ça disparaît avec le repos et c'est associé, surtout si c'est associé avec d'autres symptômes qu'on vient de mentionner, c'est possiblement plus votre cœur.
Si par contre, vous pouvez changer la douleur, l'augmenter ou la diminuer en changeant quelque chose dans votre position, votre cou, vos épaules, le haut du dos, à ce moment-là, c'est possible que ce soit plus avec la posture, les muscles, les articulations. Donc, encore une fois, si vous avez des inconforts, ce n'est pas à vous de diagnostiquer, faites un suivi avec vos médecins. L'autre réaction anormale qui peut se produire, c'est des palpitations, sentir que le cœur manque des battements ou qu'il bat trop rapidement. C'est certain qu'on cherche une augmentation de la fréquence cardiaque, mais si vous trouvez que ça se débat dans votre corps, que c'est irrégulier, c'est peut-être des arythmies ou des rythmes irréguliers. Et puis, comme j'ai mentionné, si vous avez des étourdissements là, que vous pensez vous évanouir. Donc, c'est certain qu'on ne devrait jamais pousser à travers des symptômes. Si vous avez quoi que ce soit, arrêtez, prenez une pause. Des fois, c'est possible que vous avez simplement poussé un peu trop fort et que si vous prenez une petite pause, vous vous sentez mieux assez rapidement, vous pouvez reprendre votre exercice juste à une intensité réduite. Si par contre, c'est important ou que ça ne se passe pas facilement, à ce moment-là, il faut consulter votre médecin. Et puis, si c'est sévère, c'est certain qu'on vous recommande d'appeler 911. Au sujet de l'angine, l'inconfort, donc encore une fois, ça peut être différentes sensations, ça peut être un serrement, une lourdeur, une constriction, pas nécessairement simplement une douleur. Et comme j'ai mentionné, ça peut être à différents endroits. Donc, si vous avez cet inconfort et que vous avez de la nitroglycérine qui est prescrite pour vous, si après 5 minutes de repos, votre inconfort n'est pas disparu, vous pouvez prendre la nitro et on recommande une vaporisation à la fois. C'est aussi recommandé de le vaporiser dans l'air sous votre langue pour s'assurer d'avoir une vaporisation complète. Donc, si vous prenez 2 vaporisation 5 minutes, espacée de 5 minutes et qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est là que vous devez appeler 911 et vous pouvez prendre une 3e dose de nitro. N'oubliez pas que c'est possible de se sentir étourdi lorsque vous prenez la nitro, donc c'est toujours important de s'asseoir avant de le prendre. Donc, il ne faut pas oublier que tout exercice est bénéfique. Si vous n'avez pas fait d'exercice dans le passé et vous n'êtes pas certain comment commencer, demandez à votre conseiller pour des recommandations plus spécifiques pour vous. Je veux aussi souligner qu'au-delà de l'exercice structuré, il est important de réduire le temps assis et trouver des façons de bouger un peu plus. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans nos artères après environ 30 minutes d'être assis. Et puis, on peut défaire ceci en bougeant simplement 2 minutes à chaque 30 minutes. Donc, ça n'a pas besoin d'être de l'exercice aérobique, c'est simplement se lever, bouger un peu, s'étirer et puis vous pouvez vous rasseoir. Donc, des stratégies pour bouger plus peuvent inclure mettre un rappel, une sonnette quelconque pour penser de se lever à chaque 30 minutes. Si vous regardez encore des émissions avec des annonces, ça peut être se lever aux annonces. Vous pouvez stationner plus loin du magasin pour marcher un peu plus, aller chercher votre courrier plus souvent, marcher quand vous êtes au téléphone ou même danser à votre musique préférée. Donc, ce sont quelques exemples pour vous aider à bouger un peu plus. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.